Bienvenue à cette webconférence métiers et carrières organisée par le service d'insertion professionnelle de Sciences Po Lille. La thématique de ce soir sera la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, aide au développement et appui financier. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir deux anciens diplômés de Sciences Po Lille. Tout d'abord, Juliette Bénard, diplômée 2009 de la majeure études européenne et spécialiste énergie à la Banque mondiale, et également Samuel Delepierre, diplômé 2010 de la majeure politique économie et société et économiste au Fonds monétaire international. Je vais les laisser vous présenter leur parcours chacun à leur tour. Il faut savoir que vous avez une fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez poser l'ensemble de vos questions et ils vous répondront à la fin de leurs interventions. Juliette, je vous laisse commencer. Merci beaucoup Claire. Donc je vais vous dire quelques mots sur mon parcours et puis sur le poste que j'occupe actuellement à la Banque mondiale. N'hésitez pas bien entendu si vous avez des questions à la fin de la présentation. Donc comme l'indiquait Claire, j'ai été diplômée en 2009 de Sciences Po Lille. C'était la première année où la 5e année était obligatoire. Il y avait encore assez peu d'options en termes de master. Donc c'est une époque où on était encore autorisé à faire la 5e année à l'extérieur de l'Institut. Donc pour ma 5e année, j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP Europe en gestion de projets internationaux. À la suite de cette année, donc j'ai fait un stage de fin d'études chez Veolia, qui a duré quelques mois. Et puis ensuite, j'ai fait 5 ans de conseil. Donc, j'ai rejoint la branche conseil de Deloitte, à l'époque qui s'appelait Kurt Salmon. Puis un cabinet de conseil un peu plus petit, 400 personnes environ, qui s'appelle WEAVE, W-E-A-V-E. Et je ne sais pas si vous savez exactement comment fonctionne le conseil, mais c'est vraiment des missions plus ou moins longues, différents clients, et au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans les projets d'infrastructure liés au secteur énergétique. Donc, j'ai travaillé pour des groupes type Total, Areva, Eiffage, etc., beaucoup en Afrique. Donc, ça a été 5 ans difficiles, assez intenses, mais qui m'ont permis d'acquérir vraiment des méthodes de travail. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment, ça donne un cadre de travail qui ensuite est utile pour la suite. Après ces 5 années donc, dans le secteur du conseil, j'ai rejoint la banque en 2015, au début en tant que consultante, donc freelance. Puis donc, j'ai rejoint la practice énergie de la banque sur des problématiques liées à l'accès à l'électricité, d'électrification dans les pays en développement. Et depuis 3 ans, donc, j'ai un contrat de staff qui est un contrat plus stable que les contrats que j'avais précédemment en tant que consultante. Donc dans mon poste aujourd'hui, il y a vraiment 2 dimensions. La dimension opération, qui est vraiment le cœur de métier de la Banque mondiale, donc les projets. J'ai travaillé en tant que francophone, on est surtout sur des pays francophones, donc Haïti, Mali, et en ce moment je travaille sur la RDC. Donc la Banque mondiale brièvement prête au gouvernement pour designer et mettre en œuvre des projets donc dans différents secteurs. Enfin, vraiment, tous les secteurs de l'économie sont couverts. Moi, ce sont des projets d'infrastructures énergétiques. Et la banque est vraiment en accompagnement des gouvernements dans la mise en place de ces projets, la mise en œuvre de ces projets, et également la mise en œuvre de réformes sur le secteur, des réformes un peu plus structurelles, pour à différentes fins suivant les secteurs. Et donc, nous, on est vraiment sur la préparation des projets. Donc, c'est l'ensemble des études de faisabilité, les études de sauvegarde environnementale et sociale des projets, les études financières de viabilité financière, les études d'impact économique, la préparation des appels d'offres, etc.
Et là, en fait, c'est le gouvernement qui lead cet effort et nous, on est en appui, en assistance technique, en fait, pour l'ensemble de ces études. Donc, c'est un travail qui requiert beaucoup de missions sur les pays sur lesquels on est impliqué. Donc, je voyage pas mal, enfin, je voyageais pas mal à Kinshasa. Et on est en dialogue vraiment avec le ministère de l'énergie ou d'autres ministères si parfois il y a des thématiques sur l'environnement ou sur la santé, etc., qui sont connexes au projet. Et on essaie un peu de les aiguiller, voir ce dont ils ont besoin et de proposer des solutions. Et donc les missions, on pourra parler plus spécifiquement des missions si ça vous intéresse, mais c'est vraiment finalement le cœur de métier, ce qui permet de faire vraiment avancer les projets. Donc ça, c'est la première dimension, les opérations, les projets. Et la deuxième dimension de mon travail, qui est aussi relativement importante, je dirais que c'est 40% de mon temps, c'est vraiment du travail analytique, de traitement, d'analyse de données. Donc dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a différents rapports et différents travaux de recherche en fait que l'on conduit. Ce que je fais en particulier, c'est vraiment de la collecte et de l'analyse de données quant à l'accès à l'électricité. Donc c'est sur les taux d'électrification. Est-ce que ce sont des prix, des tarifs abordables pour les consommateurs? Quelle est la qualité de service? Quelles sont les technologies utilisées, etc. Donc dans le cadre de ces travaux de recherche, je travaille beaucoup avec des instituts de recherche, des universités, d'autres bailleurs, d'autres organisations type AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, IRENA, qui est l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'OMS, etc. Et puis d'autres, bien sûr, au sein de la banque, il y a aussi beaucoup de collaboration avec le département statistique, le département, par exemple, agriculture, quand on s'intéresse aux usages productifs de l'électricité, etc. Et donc, dans le cadre aussi de ces travaux analytiques, j'ai un programme spécifiquement sur donc, les usages productifs de l'électricité et l'électrification des institutions publiques, que ce soit école, clinique, etc., où là, vraiment, on essaie, en fait, l'idée est de dire que l'accès à l'électricité en tant que tel n'a pas un impact sur les vies si transformatifs, et que pour vraiment qu'il y ait un maximum d'impact sur la vie des personnes connectées, il faut en plus qu'ils puissent développer des usages productifs, donc agricoles, industriels, etc., liés à cet accès. Donc, dans l'entité dans laquelle je travaille, on travaille sur les business models, savoir comment faire pour que les consommateurs sachent comment lancer un business connecté à l'électricité dans le secteur agricole. Donc, il y a vraiment deux aspects dans mon travail. Il y a un aspect très opérationnel sur le terrain, connecté au gouvernement, etc. Et puis, un aspect plus analytique, travailler sur des sujets nouveaux, innovants, essayer de pousser ces sujets-là auprès de la communauté internationale, auprès des clients. Et c'est aussi ça un peu la force de la Banque mondiale, c'est d'avoir un peu une force de frappe relativement importante pour pouvoir influencer ces projets et ces sujets. Voilà, en gros, après, je ne sais pas, on peut peut-être discuter il y aura peut-être des questions globalement, si je regarde sur oui, plus ou moins 10 dernières années de travail, si j'avais un conseil, c'est vraiment c'est le réseau finalement qui est essentiel dans essayer d'être toujours un peu en alerte sur les opportunités. Le réseau des anciens est important, les anciens collègues, durant les stages, etc. Essayer vraiment de rencontrer un maximum de personnes. Ça donne des idées sur quoi faire, comment le faire. Et entretenir finalement ce réseau-là, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on apprend un petit peu sur le terrain, mais c'est essentiel pour évoluer dans sa carrière et puis se diriger ce vers ce qui nous plaît. Merci Juliette. Nous allons demander maintenant à Samuel de pouvoir également expliquer son parcours et nous finirons par les questions. N'hésitez pas déjà à poser vos questions. Merci.
merci Claire. Et bonjour à tous, donc je m'appelle Samuel Delépierre, j'ai 34 ans et j'ai terminé Sciences Po Lille donc en 2010. J'avais fait ce qui s'appelait à l'époque politique, économie et société. Et en Master 2, j'avais choisi la préparation à la grecque, qui existe encore, je crois. Euh, et donc, à la fin de Sciences Po, j'ai passé l'agrégation de sciences économiques et sociales. À la suite de ça, j'ai refait un Master 2 à Dauphine, à l'université Paris-Dauphine, un master en économie internationale et développement. En quelques mots, la principale différence entre l'économie qu'on fait à Sciences Po et l'économie qu'on fait, je dirais, à l'université en général et dans un master comme celui que j'ai fait, qui est un master appliqué, c'est que on a beaucoup moins une dimension comme à Sciences Po, histoire de la pensée, histoire des faits économiques et sociaux, et davantage une dimension appliquée, une dimension quantitative également, avec de l'économétrie, un peu de modélisation également. Donc c'est vraiment l'économie vue d'une manière un peu différente. L'histoire de la pensée et l'histoire des faits économiques et sociaux, c'est passionnant. C'est important, ça donne du recul, on fait des dissertes, ça permet de réfléchir, mais c'est au final assez éloigné de ce qu'on fait à la fac et de ce qu'on fait quand on devient économiste par ailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans l'administration publique. Donc, à la fin de Sciences Po, moi, j'avais ressenti le besoin de faire ça, également pour valider un petit peu ou estampiller sur mon CV la dimension économiste, puisque Sciences Po a cette étiquette sociologie, sciences politiques, affaires juridiques, affaires publiques, et pas tellement cette dimension économie, malgré notamment la prépa grecque hein, qui est assez poussée. Et donc, j'avais ressenti le besoin de faire ça. J'ai fait ce master 2 donc, à Dauphine en alternance. Qui était vraiment une expérience extrêmement enrichissante et utile. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait maintenant également à Sciences Po des Master 2 qui étaient accessibles en alternance. Et donc, j'encourage vraiment quiconque qui se pose la question à suivre cette direction parce que d'avoir une année où on a d'un côté l'université, l'enseignement et de l'autre côté le côté pratique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, non seulement qui est valorisé, mais surtout qui est extrêmement utile en termes d'apprentissage. Donc moi, j'avais fait cette alternance chez Coface, dans un service d'analyse économique et de risque pays, où là encore, c'était de l'économie très appliquée. Donc, à la fin de ce Master 2, je suis parti en ce qu'on appelle VIA, Volontariat international en administration, qui est l'équivalent du VIE, Volontariat international en entreprise, sauf que c'est dans une ambassade, en gros. Et donc, moi, je suis parti à l'ambassade de France à Singapour, au service économique. En deux mots, les services économiques ou les services économiques régionaux qui sont plus gros dans les ambassades sont des antennes du ministère des Finances, de la Direction générale du Trésor, et dans lesquelles il y a quelques économistes qui suivent l'économie du pays et de la région. Donc, dans mon cas, on couvrait la région Asie du Sud, donc du Vietnam jusqu'à l'Indonésie, et on rapporte à la centrale, c'est-à-dire à Bercy, à Paris, sur l'évolution économique, macroéconomique, les différents sujets qui peuvent intéresser la centrale. J'ai fait ça pendant 2 ans. Alors, encore une fois, c'était très en plan professionnel. Hein. J'ai découvert comment fonctionnait une ambassade, ce qu'on faisait dans un service d'études économiques. J'ai découvert les économies asiatiques, plein de sujets liés à l'émergence
du Vietnam aux problématiques financières à Singapour. C'était l'époque où la Birmanie était en train de s'ouvrir, donc il y avait plein de sujets aussi liés à la Birmanie qui renouaient avec la communauté internationale. Donc, c'était des sujets qui étaient très variés. Mais c'était également très enrichissant, tout simplement du point de vue personnel. Passer 2 ans dans un pays en Asie du Sud-Est, on peut voyager. J'ai rencontré des tas de gens avec qui j'ai gardé contact en partie. Donc, simplement pour vraiment insister sur le fait que l'expérience à l'étranger est pas négligeable. Alors, on le fait à Sciences Po en 3e année quand on va étudier, mais quand on le fait dans le cadre professionnel, c'est également quelque chose, je pense, qu'il faut pas négliger. À la fin de ces 2 ans, j'ai rejoint la direction générale du Trésor, donc au ministère des Finances à Bercy. Encore une fois, en 2 mots, la direction générale du Trésor, c'est à peu près 1 500 personnes qui font toute l'analyse économique qui est au sein du ministère des Finances. Que ce soit pour la France, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la France, il y a des gens qui travaillent sur la zone euro, il y a des gens qui travaillent sur le reste du monde. Donc, moi, je travaillais sur le reste du monde, je travaillais sur les pays émergents. Et en 2 mots, encore une fois, là, c'est de l'analyse et des prévisions macroéconomiques sur les grands pays émergents. C'est utile pour avoir de la connaissance et du savoir sur ces pays-là au sein du ministère. Et puis, c'est utile aussi en termes de prévision, notamment pour le budget. Chaque année, le budget doit se reposer sur des prévisions de croissance du reste du monde. C'est ce qu'on faisait dans mon unité. Et pour terminer, donc, à la suite de la Direction générale du Trésor, j'ai rejoint le Fonds monétaire international. Alors, j'ai d'abord travaillé pour la représentation française au sein du Fonds monétaire. Il faut savoir que le Fonds monétaire, c'est une organisation multilatérale avec 193 membres, et chacun de ces membres est représenté au conseil d'administration. Et donc, il y a 25 sièges au conseil d'administration. Très concrètement, autour d'une table, il y a 25 sièges et qui est présidé par le directeur ou la directrice générale. Donc, à l'époque, c'était Christine Lagarde. Et donc, la France est représentée par un administrateur qui a quelques conseillers techniques qui l'aident sur les différents sujets. Donc, c'était un travail. J'étais déjà au sein du Fonds monétaire international, mais c'était encore en lien avec l'administration française. Bien sûr, on est toujours en lien avec ce qu'on appelle la centrale, donc Bercy, et puis bien sûr nos ambassades. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et à la fin de cet épisode, j'ai rejoint vraiment les services techniques du Fonds monétaire international en tant qu'économiste. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je travaille au département Afrique. Comme l'a dit Juliette, en tant que francophone, on est rapidement aiguillé sur les pays francophones qui sont en besoin. Donc, il y a beaucoup de pays francophones à bas revenus en Afrique. Donc, j'ai commencé à travailler sur le Tchad et je travaille maintenant sur le Mozambique. Je vais essayer de résumer en quelques phrases ce qu'est et ce que fait le Fonds monétaire. Je dirais qu'il y a peut-être 4 grandes missions du Fonds monétaire. Certaines sont plus connues que d'autres. La première, c'est qu'il y a une surveillance, qu'on appelle une surveillance multilatérale de l'économie. En gros, le Fonds monétaire, les économistes du Fonds monétaire suivent l'évolution de l'économie mondiale et 2 fois par an, il y a un rapport qui est publié, qui est très suivi, qui est très médiatisé, qui s'appelle les perspectives économiques mondiales, dans lequel il y a une analyse de la situation, des perspectives et bien sûr les prévisions. Les gens regardent malheureusement plus les prévisions que les analyses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surveillance multilatérale. Le deuxième aspect, c'est la surveillance bilatérale. C'est-à-dire que sur chaque pays, il y a 2-3 économistes qui travaillent continuellement, comme moi sur le Mozambique, et qui vont dans le pays 1 fois par an. Alors bien sûr, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué maintenant, et qui rédigent un rapport qui est public, qu'on appelle le rapport article 4, dans lequel il y a une évaluation de la situation macroéconomique, des prévisions et des recommandations de politique économique. Ça, c'est la deuxième mission du fonds. La troisième mission du fonds, qui est peut-être la plus connue, c'est ce qu'on appelle les programmes ou les appuis financiers. Donc, quand un pays le demande,
le Fonds monétaire peut prêter de l'argent à ce pays sous certaines conditions. Et donc là, s'engage ce qu'on appelle un programme FMI, dans lequel le FMI s'engage à verser un certain nombre à effectuer un certain nombre de versements, généralement tous les 6 mois, à la suite d'une mission dans laquelle on évalue ce qu'on appelle les critères quantitatifs de performance. Donc ça peut être lié au budget, lié à différents indicateurs macroéconomiques. Et à la suite de cette mission, si l'équipe estime que le pays a fait suffisamment de progrès et de réformes en ligne avec ce qui était prévu, le fonds décaisse un versement pour le pays. Généralement, un programme dure 3 ans. Et la dernière mission du Fonds monétaire, c'est l'assistance technique, un peu comme ce que fait la Banque mondiale. On a des experts dans différents domaines, budgétaires, financiers, dans le domaine de la gouvernance, des statistiques, qui vont dans tous les pays du monde à leur demande pour former les administrations locales dans ces différents domaines. Voilà dans les grandes lignes mon parcours et ce que fait le fonds. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je crois qu'il y a des questions qui arrivent, je crois, mais Claire, je vais m'arrêter là et puis on peut peut-être passer aux questions. Merci. Oui, merci Samuel. Alors, nous allons commencer par la première question. Pouvez-vous nous indiquer comment se déroulent vos journées de travail, rédaction uniquement, réunion? De même, serait-il possible de nous décrire vos conditions de travail, voyage dans le cadre du travail, niveau de vie, possibilité d'avoir une vie en dehors du travail ou non, etc. Merci. Donc, question pour les deux. Ok, je commence. Excellente question. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type, mais effectivement, donc beaucoup de réunions, que ce soit donc avec des collègues en interne, avec le client ou avec des partenaires avec lesquels on travaille sur les projets. En fait, la banque est vraiment une institution financière, donc on est un intermédiaire et c'est important finalement la coordination et le fait d'être au courant de ce qui se passe, etc. C'est essentiel. Donc beaucoup de réunions. Comme j'ai quand même pas mal de travaux analytiques, j'essaie de me garder des plages horaires vraiment dédiées plus à l'analyse de données, la rédaction, etc. Généralement, je fais ça le vendredi, très concrètement quand le flot de mails diminue un petit peu, ou en fin de journée, quand j'ai pu un peu tout dépiler et qu'il me reste 2-3 heures pour vraiment me concentrer là-dessus. Sur les conditions de travail, Samuel pourra répondre pour la famille, mais ce sont d'excellentes conditions de travail. On est très privilégiés. On est très privilégié et quand je compare par exemple avec le conseil où on bouge tout le temps de clients, de lieux de travail, etc., là c'est beaucoup plus stable d'une certaine manière. Après, de mon côté, c'est quand même relativement stressant. C'est à la fois très stimulant et très stressant. C'est possible d'avoir une vie tout à fait en dehors du travail. J'ai 2 enfants et je les vois comme je le souhaite, donc c'est tout à fait possible d'avoir une vie en dehors du travail, mais c'est vrai que c'est quelque chose à apprendre. Il faut poser ses limites et savoir un peu déconnecter. Plus on demande et plus on sollicite, plus on a de travail, ça c'est clair. Ça ne s'arrête jamais, sauf si on dit non et on pose certaines limites. Quant aux missions, les missions sont assez intenses. Alors, avant le Covid, je voyageais 3-4 fois par an. Généralement, c'est donc dans le pays où le projet se déroule. Ça peut être également combiné parfois avec une conférence. On est basé à Washington, donc on passe souvent par l'Europe pour aller en Afrique, et donc ça peut être combiné avec une réunion avec les donneurs en Europe ou une conférence. Et les missions sont intenses parce que c'est généralement 10-15 jours max.
on rencontre les autorités. Enfin, il y a vraiment un nombre d'acteurs à rencontrer sur place très important. La banque a des bureaux dans quasiment tous les pays d'opération. Donc, on rencontre bien sûr les collègues sur place. On rencontre les autorités, les autres donneurs. Il y a généralement aussi des missions de terrain pour voir un peu l'avancement concret des projets. Donc les missions sont, c'est très, on a vraiment l'impression d'être dans le cœur de l'action parce que ça peut être aussi à très haut niveau. Alors dans ces cas-là, nous on est encore un peu en bas de l'échelle, donc on participe pas activement à ces réunions, mais c'est quand même vraiment, on rencontre le cabinet du président, le cabinet du Premier ministre, etc. Voilà un petit peu de mon côté sur les conditions de travail et les missions. Sam? Ouais. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, mais en gros, une journée type, je dirais 50% du travail analytique, donc sur Excel ou d'autres logiciels quantitatifs, Stata ou eViews pour ceux qui connaissent. Donc, ça veut dire faire des prévisions, travailler sur des papiers de recherche. Ça, c'est peut-être 50% de 25% réunion, parfois plus bien sûr, et 25% rédaction, en gros, si j'essaye de simplifier au maximum. Les rédactions, c'est principalement la rédaction du rapport qui est publié à la fin ou des termes de référence avant qu'on parte en mission. Ça, c'est pour une journée type. Ensuite, sur les conditions de travail en général, alors sur les voyages, comme l'a dit Juliette, les missions, c'est d'une intensité difficilement imaginable parce que voilà, on a 2-3 missions par an et qu'on a 1000 trucs à faire durant la mission. Donc, c'est des journées qui commencent à 7h30, 8h et qui terminent à minuit. Heureusement, ça ne dure que quelques semaines. Généralement, on travaille les week-ends aussi et on termine sur les rotules. Comme l'a dit Juliette, on rencontre tout un ensemble d'acteurs, bien sûr les autorités. Alors, dans le cadre du FMI, on est généralement basé dans la capitale du pays. On rencontre la Banque centrale, le ministère des Finances, quasiment tous les jours. En plus de ça, on rencontre les acteurs privés. Donc, généralement, c'est les banques, quelques grosses boîtes pour avoir une vision un peu concrète de l'évolution du pays. On peut rencontrer l'Institut statistique. Parfois, on rencontre d'autres ministères, éducation, santé, administration publique. On rencontre, quand on le peut, les syndicats, la société civile. On rencontre les autres donneurs, donc quasiment tout le temps la Banque mondiale, mais parfois aussi, selon le pays, l'AFD, donc l'Agence française de développement, l'Union européenne, si ça fait partie des donneurs qui donnent de l'argent. J'en oublie certainement, mais disons qu'on a des journées extrêmement bien remplies. Et puis le soir, quand on rentre à l'hôtel, on mouline toute l'information, toutes les données, et le lendemain, on recommence. Et à la fin, comme l'a dit Juliette, on a souvent des meetings à assez haut niveau avec le ministre des Finances lui-même, parfois le Premier ministre ou le président, le gouverneur de la banque centrale. Il faut savoir que sur les pays sur lesquels on travaille, qui sont des relativement petits pays qui dépendent beaucoup de l'aide internationale, donc notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc, quand il y a des missions de ces institutions dans le pays, c'est des missions qui sont importantes pour les autorités. Donc, on a beaucoup d'accès aux administrations et à la fin, les plus hautes autorités sont très avides de savoir quelles sont les conclusions de la mission. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Est-ce que sur les voyages, cadre de travail, sur la vie en dehors du travail, ça, je vais pas revenir, je suis d'accord avec ce que dit. On bosse beaucoup, mais il faut savoir que quand on travaille dans ces instituts-là, on est très privilégié à beaucoup d'égards. On a de très bonnes conditions de travail. Les managers sont respectueux de notre vie familiale. On a 5 semaines de congés payés, ce qui est énorme pour les États-Unis.
On a des congés maladie, on a une assurance comme on aurait en France quasiment. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là quand on travaille pour une organisation internationale. Merci pour cette réponse. La seconde question, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas dû avoir le début de la conférence. Pour Samuel, avez-vous effectué votre VIA après avoir terminé votre scolarité à Sciences Po? Il s'effectue forcément après avoir obtenu son master? Oui, très vite. Je crois que la plupart des VIA nécessitent un niveau master. Il y en a peut-être certains VIA ou VIE sont accessibles au niveau licence. Mais oui, c'est plus. Moi, je l'ai fait après mon deuxième master à Dauphine. Très bien. Prochaine question. Quelles étaient les plus grandes difficultés rencontrées lors de votre insertion professionnelle? De mon côté, j'en identifierai trois. La première, c'est vraiment savoir ce que j'avais envie de faire. C'est effectivement, on a des formations généralistes, on a une palette d'opportunités qui se présentent et c'est un peu dans quelle direction aller. Une des difficultés aussi que j'ai rencontrées, c'est que d'une certaine manière, j'étais un peu, pas forcément complexée par mon parcours, mais on trouve toujours des profils avec des universités plus prestigieuses où on est dans des environnements quand même assez compétitifs. Et je trouve que j'ai pas toujours été suffisamment ambitieuse. Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir de complexe sur quoi que ce soit. On a une très bonne formation Sciences Po Lille en tant que telle n'est pas toujours connue, mais la formation académique française est très valorisée, notamment à la banque et aussi au FMI. Donc, c'est vraiment ne pas se fermer de porte et viser le plus haut possible. Enfin, quoique chacun a sa définition de ce que ça veut dire, mais vraiment pas se limiter en termes de carrière. Et la troisième, ce serait vraiment, je ne savais pas comment construire un réseau. On ne l'apprend pas trop à l'école, alors que c'est vraiment essentiel. Donc, les premières années, on tâtonne et puis on observe comment ça se passe. Et c'est finalement ça qui ouvre des opportunités. Juste mon premier contrat de consultante à la banque, je l'ai vraiment eu en prenant un café avec un staff que j'avais rencontré. Elle a à peine regardé mon CV. C'était vraiment du pur réseau. Je ne la connaissais pas par ailleurs avant, mais je l'ai contactée et ça a fonctionné. Donc, c'est vraiment que ce soit parmi les anciens de l'école, parmi les collègues ou les gens rencontrés durant les stages, etc., petit à petit se forger un réseau. Ça permet aussi, je reviens à mon premier point, ça permet aussi de mieux savoir ce dont on a envie ce que l'on souhaite faire. De mon côté, j'en ai identifié trois également. La première difficulté, dans mon cas, c'était, comme je l'ai déjà évoqué, hein, au sortir de Sciences Po, je n'avais pas en fait l'étiquette économiste. Et ça me posait problème, au moins personnellement. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité, par ailleurs, faire ce master à Dauphine. Donc ça, c'était le première peut-être difficulté. Le fait d'avoir la grecque a aussi beaucoup aidé, notamment en France. Les gens connaissent l'agrégation et savent que c'est un concours qui est difficile. Et donc ça m'a un peu aidé au début. Je fais une petite parenthèse ici. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le système français n'est pas du tout connu, et à l'étranger en général. Alors peut-être qu'avec Sciences Po Paris, maintenant, si on dit Sciences Po, les gens vont un peu savoir, mais faut pas imaginer que ça va faire tilt dans leur tête et qu'ils vont tout de suite vous mettre dans la case des gens qui ont fait des bonnes études. La deuxième difficulté dans mon cas, c'était le manque de connaissance en fait de ce qui existait. Et donc, l'alternance, par exemple, ou l'apprentissage,
c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard. J'ai eu de la chance, et donc j'ai candidaté et j'ai pu faire cette alternance, mais je n'avais pas du tout imaginé de le faire par ailleurs. Donc là, je vous invite à vous informer le plus possible, à discuter avec le plus possible de gens, donc avec nous aujourd'hui, mais aussi avec les gens que vous rencontrez par ailleurs, pour avoir vraiment une idée de toutes les possibilités qu'il y a. Ça, c'est la deuxième chose. Et le troisième point que Juliette a dit, mais je voudrais insister, c'est vraiment l'ambition. Il ne faut pas avoir peur de viser plus haut que ce qu'on imagine initialement. En ayant fait Sciences Po, vous allez avoir forcément un socle de connaissances très solide. Vous avez une tête bien faite et il ne faut pas hésiter à viser plus haut pendant Sciences Po, après Sciences Po. En gros, ne vous fermez aucune porte. Si elle doit se fermer devant vous, quelqu'un s'en chargera. Mais vous-même, allez-y et n'hésitez pas à candidater à des masters, même si vous pensez que c'est trop prestigieux, c'est une université trop prestigieuse aux États-Unis, ou si c'est la Paris School of Economics, je ne l'aurai jamais. Non, ne vous dites surtout pas ça, allez-y. Et la même chose, si vous hésitez à contacter quelqu'un, que ce soit un ancien ou un chef d'entreprise ou un recruteur ou que sais-je, si vous vous posez la question, allez-y. Si la personne elle vous répond pas, elle vous répond pas. Mais croyez-moi, dans 90% des cas, les gens répondent. Mais en général, les gens, je pense, sont flattés de recevoir des mails où on leur demande des conseils, où on leur demande d'expliquer leur parcours. Donc vraiment, encore une fois, ne vous fermez aucune porte vous-même. Justement, Samuel, vous avez commencé à répondre à la prochaine question. Il s'agit d'un étudiant qui s'intéresse beaucoup à un parcours dans l'économie, autre que celle de Sciences Po. Auriez-vous des conseils pour les étapes possibles après la 5e année, aussi en termes d'acquisition de méthodes réellement économiques, mais également en termes de stage en France? Oui, eh ben, alors ça je conseille après la 5e année de s'orienter vers une formation en économie plus appliquée. Pour donner quelques exemples de facs qui le font et qui sont très bien, alors il y a Dauphine qui propose un certain nombre de masters dans différents domaines de l'économie. Moi, j'ai fait économie internationale, mais aussi économie de développement. Il y a probablement des choses plus en économie plus orientée finance. À la Sorbonne également, il y a plein de masters que je ne connais pas tous, mais dans tous les domaines, économie du travail, économie des inégalités, il y a théorie de la croissance, il y a beaucoup de choses qui existent. Dauphine, Sorbonne, et après, bien sûr, j'ai mentionné la PSE, donc la Paris School of Economics, où là, ça va être très appliqué, très quantitatif, de la modélisation, de l'économétrie, où il faut avoir un bagage en maths. Ça peut être bien d'avoir un bagage en maths, mais dans tous les cas, pour ce qui est de la PSE, je crois qu'ils demandent d'intégrer en Master 1, justement pour redonner aux étudiants le bagage nécessaire en maths et en statistiques pour faire le Master 2. Il y a bien sûr la Toulouse School of Economics, la TSE, qui est excellente. Alors, pareil, très quantitatif. Je ne sais pas les masters qui sont disponibles, mais après Sciences Po, ça doit être faisable. Nanterre, bien sûr, je connais pareil, je n'ai pas des masters en tête, mais en gros, toutes les facs, toutes les grandes facs proposent un tas de masters qui sont très bien, et puis la PSE, la TSE en particulier. La prochaine question est pour Juliette. Votre expérience en conseil vous a-t-elle aidé dans la suite de votre carrière? Pouvez-vous donner un retour d'expérience de votre master à l'ESCP en gestion de projets internationaux? Oui, donc sur l'expérience en conseil, c'est un environnement assez spécial. On voit une diversité de situations et de projets. On travaille toujours avec des équipes différentes. Donc, j'avais des projets entre 3 et 9 mois.
où on est soit en interaction directe avec les clients, où on est plutôt en back-office, et des équipes au sein du cabinet qui changent. On ne travaille pas toujours avec les mêmes associés, avec les mêmes managers, etc. Donc c'est très stimulant dans le sens où on est sur des problématiques assez différentes, sur des pays différents ou dans des entreprises différentes. Et ça permet petit à petit, je trouve, de se faire une idée sur ce vers quoi on veut s'orienter. Moi, j'ai beaucoup appris en termes de, comme je disais, hein, de méthode de travail, savoir présenter, savoir s'exprimer en public, aussi le travail en équipe, c'est essentiel. C'est un environnement avec pas mal de pression, hein, parce qu'on est évalué à chaque étape du projet, à la fin des projets, on est un peu constamment évalué. Mais c'était assez enrichissant. Il y avait également beaucoup de déplacements. Donc, c'était un premier contact finalement, que ce soit en France ou à l'étranger, avec d'autres opérations plus terrain. Donc, ça m'a aidé, je dirais, personnellement et surtout à acquérir une certaine efficacité dans le travail. Et concernant le master à l'ESCP, c'était une super année. Ça a vraiment donné une dimension. Il y avait donc pour plusieurs facteurs, pour plusieurs raisons. Les profils dans ce master des différents élèves. Donc j'étais la plus jeune à l'époque, donc il y avait des collègues qui avaient jusqu'à 35 ans, il me semble, avec des profils complètement différents, donc des ingénieurs, des financiers, etc. De beaucoup de nationalités différentes. On avait beaucoup de cours. C'est un master relativement générique où on introduit plein de notions de finance, de marketing, de gestion de projet, appel d'offres, etc. Il y a aussi un petit peu de droit. Donc c'était un bon vernis un peu commerce, hein, sur mon CV et même en termes de compétences. Et c'est aussi ensuite grâce à un ancien de l'ESCP que j'ai eu mon premier boulot en cabinet de conseil. Donc j'ai fait marcher le réseau des anciens pour ce travail. Merci Juliette. Prochaine question. Dans quelle mesure vos postes vous permettent-ils de remettre en question ce que vous ou l'institution faites et à intégrer cela dans votre travail? Sam, vas-y, ou j'y vais comme tu veux. Non, mais je veux bien essayer de dire quelques mots. C'est une très bonne question. Alors, je vais essayer d'y répondre simplement. Dans mon cas personnel, est-ce que je suis d'accord avec tout ce que fait le FMI dans tous les pays? Non. Est-ce que si j'étais pas convaincu que ce que je fais à mon niveau, c'est-à-dire sur un pays qui est le Mozambique, euh, euh, est-ce que je le ferais si je n'étais pas convaincu que j'œuvre dans la bonne direction, si je puis dire? Non, je le ferai pas. Enfin, dernier point, est-ce que je suis très critique vis-à-vis de ce qu'a fait le FMI par le passé? Oui. Est-ce que le FMI a changé depuis la triste époque, les années 90, où le FMI a fait beaucoup de mal aux pays émergents et en développement? Oui, encore, le FMI a changé, au moins dans une certaine mesure. Je vais simplement donner un exemple qui concerne les pays sur lesquels j'ai travaillé. Dans quasiment tous les programmes, aujourd'hui, le Fonds monétaire met des conditionnalités sur les dépenses sociales. C'est-à-dire que le FMI demande que le pays, à minima, maintienne et généralement augmente les dépenses sociales, c'est-à-dire de santé et d'éducation. Ça, c'est quelque chose qui était impensable il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres sujets sur lesquels le FMI a évolué, hein. La question des inégalités de revenus, la question des inégalités hommes-femmes, le changement climatique. Tout ça, c'est des sujets qui étaient complètement balayés par le Fonds monétaire il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans et qui maintenant sont
sont vraiment partie intégrante de tout ce que fait le FMI. Est-ce qu'il y a encore des choses à changer? Oui. Est-ce que le FMI fait encore des erreurs dans certains pays? Oui, en Grèce notamment. Est-ce qu'il en refera dans d'autres pays? Oui, probablement. Voilà, c'est un peu une réponse de Normand, mais j'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse. De mon côté, rapidement, j'aurais une réponse assez similaire à celle de Sam sur la banque. Simplement, à mon niveau et à un niveau très opérationnel, donc moi, c'est vraiment le niveau des projets. On a une liberté sur la manière dont on peut designer, mettre en œuvre le projet. Bien sûr, c'est un dialogue au sein de l'équipe, avec le gouvernement, etc. Mais en tant que enfin, moi, je trouve que j'ai vraiment mon mot à dire sur la manière dont les choses sont faites ou sur la manière dont les décisions, donc dans la direction dans laquelle les décisions vont, etc. Alors, bien sûr, c'est au niveau d'un projet, c'est pas du tout au niveau de l'institution, mais en tout cas, sur le périmètre sur lequel je travaille, j'ai l'impression que mon travail est en accord avec mes valeurs donc, après, au niveau de l'institution, bien sûr, c'est un autre niveau. Merci. Prochaine question pour Samuel. Pensez-vous que sans l'agrégation, il soit possible d'intégrer ce type d'organisation internationale? Oui, tout à fait. Tout à fait. Au Fonds monétaire, ils ne savent même pas ce que c'est que l'agrégation, donc ce n'est pas un problème de ne pas avoir l'agrégation. Peut-être juste deux mots sur comment est-ce qu'on peut intégrer le Fonds monétaire aujourd'hui. Il y a principalement trois possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle l'économiste programme. Et pour ça, il faut avoir une thèse en économie, ce qui n'est pas mon cas. Et c'est extrêmement compétitif. Il y a 20 places par an pour 3000 candidats. La deuxième voie d'accès, qui est celle que j'ai suivie, c'est ce qui s'appelle le mid-career. C'est pour les économistes avec davantage d'expérience, pas forcément de thèse, de doctorat. Là, ils recrutent une cinquantaine ou une soixantaine de candidats par an, où il faut envoyer son CV. Ça reste très compétitif, mais si on a une expérience dans le secteur privé, ça peut être en banque ou dans une administration gouvernementale, donc ça peut être une banque centrale ou le ministère des Finances. C'est des profils qui sont tout à fait valables, qui ne nécessitent pas de thèse. Il faut entre 5 ans et 8 ans d'expérience. Ça, c'est la deuxième voie d'accès. Donc, il y a tout un processus avec d'abord des CV, ensuite des entretiens, ensuite des tests écrits, etc. La troisième voie, c'est pour les experts techniques, où là, on est embauché en tant que consultant, où là, il faut être spécialisé dans un secteur qui peut être très précis, dans le domaine des finances publiques, dans le domaine de l'administration fiscale, dans le domaine des lois sur les banques centrales. Et là, ils peuvent embaucher, notamment pour faire de l'assistance technique. Donc, la réponse est non, on n'a pas besoin d'agrégation pour intégrer le FMI. Je me permets de rebondir et également poser la question à Juliette sur comment intégrer la Banque mondiale. Donc, il y a des programmes un peu comme au FMI, il y a notamment le Young Professional Programme qu'on peut candidater jusqu'à 34 ans, je crois. Le profil, c'est très compétitif, mais le profil recherché est quand même avoir de l'expérience professionnelle, 4-5 ans minimum. Une thèse aussi est très valorisée. Je crois qu'il y a la moitié des candidats sélectionnés qui ont une thèse et l'autre moitié qui ont une expérience dans d'autres organisations, une expérience professionnelle. Donc, c'est une des voies un petit peu officielles. La seconde voie, c'est celle que j'ai suivie,
c'est de commencer par des contrats de consultants, de se bâtir un réseau au sein de certaines unités, et puis le jour où un poste s'ouvre, candidater et du coup avoir un CV intéressant pour l'unité, sachant qu'on est directement opérationnel puisqu'on a travaillé dans cette unité au préalable. Donc voilà, ce sont les deux programmes. Et après, il y a les offres d'emploi classiques publiées sur le site. Mais c'est très difficile, enfin c'est plutôt accessible quand on a nombreuses années d'expérience à un niveau un peu plus senior, où on est très spécialisé dans un domaine. Merci. La prochaine question porte sur quel conseil donneriez-vous si l'on souhaite travailler aux États-Unis? Parler anglais. C'est compliqué. Bon, il y a la première question et la barrière un peu administrative. Il faut un visa. Donc, nous, le FMI et la banque nous fournissent des visas de travail. Et quel conseil donner je ne sais pas, c'est très vaste, Sam, si tu... Non, je dirais qu'il y a la voie la plus simple pour entrer aux États-Unis, c'est les organisations internationales et peut-être les ambassades, donc dans notre cas l'ambassade de France. Mais je suis conscient que c'est relativement limité comme possibilité. Si on a étudié en France et qu'on veut ensuite partir aux États-Unis, alors il y a pléthore de types de visas qui existent selon les secteurs, ambassades, organisations, secteur privé, etc. Je pense que c'est pas si facile. L'idéal étant d'arriver à être sur place et de rencontrer des gens sur place si on a une idée de ce qu'on veut faire, si on connaît des gens, si on a identifié des entreprises, etc. Et essayer de se dépatouiller sur place. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Mais comme l'a dit Juliette, la barrière administrative est pas évidente. En ce moment, surtout, vu les conditions sanitaires, la fermeture des frontières, c'est pas évident. Alors, peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça sera relâché. Mais j'ai malheureusement pas de solution miracle. Prochaine question pour Samuel, je pense. Est-ce possible de faire la PSI après Sciences Po Lille sans les capacités en matière de méthode quantitative? Je pense que oui. Je pense que oui. À la fin du Master 2, alors il faut essayer dès à présent de se préparer pour candidater. Comme je disais, le problème des Sciences Po, c'est qu'on n'est pas estampillé matheux, ce qui est en partie vrai. Et donc, il faut essayer de construire un CV qui puisse être accepté à la PSE. Mais encore une fois, quand on intègre la PSE, même après un Master 2, ils font réintégrer, je crois, en Master 1, justement pour redonner les bases statistiques, mathématiques, quantitatives avant le Master 2. Moi, ce que j'avais fait aussi, je ne sais plus s'il faut encore faire un mémoire en 4e année. Moi, j'avais fait un mémoire sur le taux de change, volontairement un peu geek, au moins sur le papier, pour pouvoir alimenter mon CV en prévision de candidature dans des facs d'éco plus tard. Voilà, et nous avons une des dernières questions. Auriez-vous encore des conseils quant à des possibilités de stage dans le domaine économique? Et je pense que ça doit être plus particulièrement au niveau de vos structures, s'ils prennent des stagiaires. Alors, dans le cas du FMI, oui, il y a un programme de stagiaires tous les étés pour 3 mois, je crois de début juin à fin août ou fin septembre. Et pareil, il y a un processus à suivre sur le site. Il y a une trentaine de stagiaires qui sont pris, mais les stagiaires sont pris après le master
au moins la licence. Venant de Sciences Po, je ne sais pas si c'est envisageable parce qu'encore une fois, on aura l'étiquette économiste ou analyse quantitative va manquer. En revanche, sans aller directement sur le FMI, il y a plein de stages qui existent en France. Hein. Alors bien sûr, il y a toutes les banques. Toutes les banques ont un service d'analyse économique, d'études économiques ou de risque pays. Alors, Crédit Agricole, BNP, Sogé, tout ça est à Paris et ils prennent des stagiaires l'été, mais aussi à l'année. Donc, il faut se rapprocher de toutes ces institutions-là. C'est mieux de connaître quelqu'un ou d'avoir une voix un peu particulière pour entrer, pour être identifié tout de suite. Je pourrais dire aussi les agences de notation, hein, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, ont toutes des agences à Paris. Il y a également ce qu'on appelle les assureurs crédits. Donc moi j'ai travaillé chez Coface, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Euler Hermès, notamment qui est à Paris. Et là, ils ont des gros services d'études économiques avec une trentaine de personnes où ils prennent des stagiaires, ils prennent des alternants. L'OCDE à Paris prennent aussi peut-être des stagiaires. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut candidater. Et dans les ambassades, dans les services économiques, ils prennent aussi des stagiaires pour 6 mois. Quand je travaillais à Singapour, on a eu des stagiaires pour 6 mois. Donc ça, il faut aussi candidater directement vis-à-vis du service économique du pays dans lequel on souhaite travailler. Juliette, à votre niveau, pour tout ce qui est stage au sein de la Banque mondiale, et j'ai eu aussi une précision de l'étudiant pour dire plus généralement en France, parce que je pense qu'avec la crise du Covid, c'est plus facile pour eux de trouver en France qu'à l'étranger actuellement. Oui, donc, juste un mot sur la banque. En fait, il y a assez peu de stagiaires. Pareil, il y a un programme pour embaucher des stagiaires, mais c'est relativement opaque, pas très régulier, etc. Dans la voie, et c'est vraiment les consultants, c'est ce qu'on appelle le STC, donc c'est Short Term Consultant. Et c'est vraiment ça peut être des missions relativement courtes, hein, de 2-3 mois sur un rapport ou un article, ou ça peut être des missions plus longues, et c'est vraiment une porte d'entrée dans la banque. À la banque, il y a aussi un énorme département d'analyse économique. Enfin, peut-être que Sam, tu peux en dire quelques mots, mais Samuel, déjà, il y a des économistes sur chaque pays. Samuel travaille avec eux, notamment sur le Mozambique. Et puis, il y a aussi un département statistique et d'analyse économique qui recherche des consultants très, très souvent. Il y a quelques très gros rapports qui sont publiés chaque année avec des armées de consultants pour les préparer. Et en France, c'est difficile. Enfin, moi, je suis passée par les groupes, par un groupe privé. Veolia embauche nombreux consultants. Je sais plus exactement, je l'ai trouvé via l'ESCP, si je l'ai trouvé lors d'un forum de recrutement auquel j'avais participé, mais c'est pas directement lié au domaine économique. C'est plus des stages un peu commerce, gestion de projet. Juste pour ajouter, en France également, il y a l'Agence française de développement qui doit embaucher des stagiaires comme toute institution. La Direction générale du Trésor également embauche quelques stagiaires l'été. Et bien sûr aussi la Banque de France, j'ai oublié de mentionner la Banque de France, ils prennent aussi des stagiaires. Merci à vous. Pour compléter, vous avez également la plateforme Alumni étudiants pour tout ce qui est offre de stage, alternance et emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à vous connecter et aller voir les offres qui sont disponibles, puisque souvent, les étudiants peuvent ne pas y penser.
Donc voilà. Pour finir, j'aurais une question pour clôturer, pour savoir comment ça se passe au niveau organisation du travail avec la crise sanitaire actuelle. Donc nous, on a fait je vais commencer, c'est un petit complète. On a fait le choix de revenir en France depuis mars. En fait, on a eu la possibilité, comme à Washington, tout est encore fermé, les écoles, etc. On a décidé de rentrer en France et c'est une des flexibilités que nous ont permis les deux institutions. Ça revient un peu sur la première question sur les conditions de travail, etc. On est effectivement très privilégiés, sont des employeurs compréhensifs où il est quand même possible de négocier, même s'il y a tous ces aspects un peu bureaucratiques, etc. Qu'il faut gérer. On a quand même cette chance. Donc pour l'instant, pour une durée indéterminée, les missions sont suspendues. Donc, il y a des missions virtuelles qui sont organisées avec les clients, sachant que c'est compliqué. Nos clients n'ont pas toujours un très bon accès à Internet ou pas toujours des équipements informatiques adéquats. Donc, c'est sur WhatsApp ou c'est un peu avec les moyens du bord. Donc, il y a une relative continuité des opérations, même si c'est pour le moment relativement difficile de conduire des analyses économiques sur place ou des analyses de la demande, etc. Il y a très peu de prestataires qui sont capables d'aller sur place. Donc, les headquarters à Washington sont vides, tout le monde est en télétravail et la plupart des country office de la banque sont aussi vides pour le moment et c'est une analyse de la situation au cas par cas, pays par pays. Très bien. Samuel, vous n'avez rien à rajouter? Peut-être sur ta mission virtuelle, non? Non, j'ai rien à ajouter, tout a été dit. On fait des missions virtuelles qui fonctionnent plus ou moins bien selon les pays et selon la connexion Internet dans le pays. Mais pour insister encore sur le fait que dans ce type d'institution, les staffs, les économistes disposent de conditions de travail qui sont franchement inégalées. Je crois que ce soit dans le secteur privé ou dans les administrations publiques, on est vraiment très privilégié. Okay. Bah, très bien. Cela clôture en fait notre webconférence de ce soir. Je vous remercie énormément, Juliette et Samuel, pour votre disponibilité et d'avoir expliqué vos différents parcours à nos étudiantes et étudiants. Ça va les éclairer au niveau de leur propre parcours professionnel. Sinon, je retrouve les étudiants la semaine prochaine pour une nouvelle conférence sur la communication et environnement organisée par les ambassadeurs de la majeure CPC. Simplement, peut-être une dernière chose, pour les étudiants qui sont encore là, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter directement via LinkedIn si vous nous trouvez ou si vous pouvez demander à Claire notre adresse mail. Si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas. Oui, dans tous les cas, dès le lendemain, à chaque fin de conférence, ils auront accès au replay via la plateforme étudiante et alumni et j'envoie aux participants vos informations de contact, votre email pour qu'ils puissent vous poser des questions supplémentaires. Okay, voilà. Okay. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.